Mon mari m'a humilié devant ses amis et a dit qu'il ne m'avait épousé que par pitié. J'aurais dû remarquer que quelque chose n'allait pas dès l'instant où nous sommes entrés dans le restaurant. L'endroit était bondé, absolument chaotique, rempli de gens qui célébraient la victoire de l'équipe locale de football. Et mon mari semblait inhabituellement tendu, avant même que nous soyons assis. Sa mâchoire était crispée, comme c'était souvent le cas lorsqu'il était irrité par quelque chose. Et il n'arrêtait pas de regarder son téléphone toutes les quelques secondes pendant que nous nous frayions un chemin à travers la foule. Ses deux amis de la fac nous attendaient déjà à une table au fond, nous faisant de grands signes enthousiastes, des verres à moitié vides déjà posés devant eux. Le niveau sonore était insensé. Tout le monde buvait, criait et chantait des chants de supporters. Je me souviens m'être dit que nous aurions dû choisir un endroit plus calme, un endroit où nous pourrions au moins nous entendre penser. Mais je n'ai rien dit. J'avais appris, au cours de la dernière année environ, que suggérer des changements à des plans qu'il avait organisés se terminait généralement mal, avec lui m'accusant d'être manipulatrice ou de n'être jamais satisfaite. Alors, j'ai simplement souri et je l'ai suivi jusqu'à la table, me préparant déjà à une longue soirée où j'allais devoir faire semblant que tout allait bien. Ses amis nous ont accueillis chaleureusement, se levant pour des accolades et des poignées de main, complimentant ma tenue et plaisantant sur le temps écoulé depuis notre dernière rencontre. Ils semblaient sincèrement heureux de nous voir, ce qui a rendu ce qui s'est passé ensuite encore plus surréaliste. Le restaurant, une brasserie typique, était décoré de maillots sportifs et des écrans diffusaient des ralentis du match un peu partout. Notre serveur, un jeune homme au sourire enthousiaste, a énuméré les plats du jour par-dessus le bruit de la foule. Nous avons commandé des verres et des planches de charcuterie, et pendant peut-être 20 minutes, tout a semblé assez normal pour que je commence à me détendre. Ses amis étaient drôles, racontant des histoires de leurs années d'étudiants, les choses ridicules qu'ils faisaient, les blagues qu'ils faisaient, les professeurs qu'ils rendaient fous. L'une de ces histoires parlait de s'introduire dans la piscine du campus à minuit et de faillir se faire attraper par les gardiens. Une autre parlait d'un road trip dans le sud où tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Je m'amusais vraiment, malgré le chaos ambiant. Je riais de leurs histoires et j'ajoutais mes propres commentaires de temps en temps. Mon mari a même semblé se détendre un peu, ses épaules se relâchant alors qu'il terminait son premier verre pour en commander un autre. Je buvais du soda parce que je devais nous ramener en voiture et que quelqu'un devait avoir les idées claires. Cela s'est avéré plus important que je ne le réalisais sur le moment. Puis l'un d'eux, celui avec la barbe qui travaillait dans la finance, a posé la question qui a tout changé. Il s'est penché en avant avec un sourire curieux et a dit « Alors, comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux ?» Je ne crois pas qu'on ait jamais entendu toute l'histoire. Sa femme, qui avait été plus discrète que le reste d'entre nous, a hoché la tête avec intérêt. J'ai ouvert la bouche pour répondre, pensant déjà à la façon de raconter l'histoire d'une manière amusante et mignonne. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée chez des amis communs, avions parlé pendant des heures de tout et de rien, et avions échangé nos numéros à la fin de la nuit. Ce n'était pas une histoire spectaculaire, mais c'était la nôtre. Mais mon mari m'a coupé avant même que je ne puisse prononcer un seul mot. « Oh, ça c'est facile », a-t-il dit, et quelque chose dans sa voix m'a glacé le sang. Il y avait une pointe de méchanceté, un ton que je n'avais entendu que quelques fois auparavant, généralement quand nous étions seuls et qu'il était en colère. Elle m'a littéralement supplié de sortir avec elle. J'ai ri nerveusement, pensant qu'il plaisantait, qu'il préparait peut-être une chute amusante sur mon insistance ou sur son charme à lui. Il ne plaisantait pas. L'expression sur son visage quand je l'ai regardé l'a rendu immédiatement évident. Non, sérieusement, a-t-il continué, plus fort maintenant, s'assurant que tout le monde à la table puisse l'entendre par-dessus le bruit du restaurant. Elle était désespérée. Je veux dire, regardez-la. Il m'a désigné d'un geste comme si j'étais un objet en vitrine. Elle vaut quoi, un 6 sur 10 dans un bon jour? Peut-être un 7 si on est généreux et que l'éclairage est bon. Elle s'est jetée sur moi parce qu'elle savait que personne d'autre ne voudrait d'elle. La table est devenue complètement silencieuse, à l'exception du bruit de la fête qui se déroulait autour de nous. Quelqu'un à une table voisine a applaudi bruyamment pour le match, leur voix contrastant brutalement avec l'immobilité soudaine à la nôtre. Je suis restée assise là, tenant mon verre si fermement que j'ai cru qu'il allait se briser dans ma main, incapable d'assimiler ce que j'entendais. Mon visage est devenu brûlant, puis glacé, puis brûlant à nouveau. Ses amis avaient l'air mal à l'aise, ayant ce rire nerveux que les gens ont quand ils ne savent pas comment réagir, quand ils espèrent que quelqu'un fera une blague pour dissiper la tension. Personne ne lui a dit d'arrêter.
Personne n'a dit « Eh mec, c'est de ta femme que tu parles ». Personne n'a rien dit du tout qui aurait pu aider. Il a simplement continué, prenant une autre longue gorgée de son verre. Honnêtement, la seule raison pour laquelle je suis encore marié avec elle, c'est parce que j'ai trop la flemme d'aller chercher quelqu'un de plus attirant. Ce serait tellement fastidieux. Vous savez, les applications de rencontres, faire défiler les profils, rencontrer de nouvelles personnes et faire semblant de s'intéresser à leurs histoires ennuyeuses. Ça, c'est juste plus facile. Le serveur a apporté nos entrées juste à ce moment-là, posant des assiettes qui m'ont soudainement paru complètement écœurantes. Je les regardais les disposer sur la table, ce jeune gars qui n'avait aucune idée de ce dans quoi il mettait les pieds, faisant juste son travail et espérant probablement un bon pourboire. Mon mari n'a même pas interrompu son monologue pendant que le serveur travaillait, il a continué à me détruire devant ses amis comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je n'arrêtais pas de penser que quelqu'un allait changer de sujet, que quelqu'un allait le faire taire. La femme de son ami fixait son assiette comme si c'était la chose la plus fascinante qu'elle ait jamais vue. L'autre ami passait son temps à regarder entre mon mari et moi avec une expression qui aurait pu être de la sympathie, ou peut-être de la gêne par procuration. Mais ils restaient tous là, les yeux baissés, me jetant de temps en temps un regard qui se voulait probablement empathique, mais qui donnait plutôt l'impression qu'ils regardaient un accident de voiture sans pouvoir détourner les yeux. Puis il a commencé à inventer des choses, et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement l'alcool qui parlait, ni une mauvaise journée. C'était intentionnel. Il a affirmé que j'étais devenue peau de colle et dépendante après notre mariage, que j'envahissais constamment son intimité, fouillant dans son téléphone dans son dos quand il était sous la douche ou endormi. Rien de tout cela n'était vrai. Rien. Je n'avais jamais regardé dans son téléphone ne serait-ce qu'une fois, parce que je n'en avais aucune raison, parce que je lui faisais une confiance aveugle. Mais il le disait avec une telle conviction, une telle certitude que je pouvais voir ses amis commencer à le croire, commencer à me voir comme cette épouse désespérée et contrôlante qui ne supportait pas de laisser de l'espace à son mari. Quand l'un d'eux a essayé de changer de sujet, proposant de commander d'autres verres d'une voix faussement enjouée qui ne trompait personne, mon mari a levé la main comme un professeur faisant taire une classe. Non, non, laissez-moi finir. Elle a besoin d'entendre ça. Tout le monde a besoin d'entendre ça. Il m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, ou peut-être que j'avais vu mais refusé de reconnaître. Ce n'était pas de la colère ou de la frustration. C'était du mépris. Un mépris pur et non dilué. Je l'ai épousée parce que je pensais honnêtement que personne d'autre ne voudrait d'elle. Je lui ai rendu service, vraiment. Elle devrait être reconnaissante. C'est là que je me suis levé. Je ne l'avais pas prévu, je n'y avais pas pensé, je n'avais pas pesé les conséquences ou imaginé de quoi j'aurais l'air. Mon corps a bougé tout seul, la chaise raclant bruyamment le sol. J'ai attrapé mon verre de soda plein, les glaçons tintant contre les parois, et je l'ai tenu au-dessus de sa tête. Pendant peut-être 3 secondes, nous sommes restés figés ainsi, moi debout avec le verre suspendu au-dessus de lui, lui me regardant avec choc, la bouche littéralement ouverte au milieu d'un mot. Les yeux de ses amis étaient écarquillés, personne ne respirait. Puis j'ai tout versé sur lui. Le liquide a coulé dans ses cheveux en ruisseau, imprégnant son cuir chevelu, dégoulinant sur son visage et dans son col, trempant complètement sa chemise jusqu'à ce qu'elle colle à son torse. Les glaçons sont tombés sur sa tête et ses épaules, l'un d'eux glissant dans son dos sous sa chemise. Il est resté là, pétrifié, les bras légèrement écartés du corps, le soda s'égouttant de son nez et de son menton. Les gens aux tables autour de nous s'étaient tus, se tournant pour nous dévisager. Quelqu'un dans un coin a commencé à rire. J'ai attrapé mon sac à main, je l'ai mis sur mon épaule, et je suis sorti sans dire un mot. Pas un seul mot. Qui avait-il à dire qui aurait eu de l'importance ? Que pouvais-je bien dire qui aurait amélioré ou aggravé la situation ? J'ai juste marché, forçant mes jambes à avancer d'un pas ferme, même si tout en moi voulait courir. Je voulais sortir de là le plus vite possible. J'ai entendu quelqu'un appeler mon prénom derrière moi, peut-être l'un de ses amis, mais je ne me suis pas retourné. J'ai continué à traverser le restaurant bondé, dépassant tous ces gens heureux et éméchés qui célébraient la victoire de leur équipe, passant devant le comptoir d'accueil où une jeune hôtesse me regardait avec de grands yeux. Ayant clairement été témoin d'au moins une partie de ce qui s'était passé, et je suis sorti sur le parking. Dehors, dans la rue, l'air froid m'a frappé le visage comme une gifle. J'ai commencé à trembler si fort que je n'ai pas pu sortir mes clés de mon sac pendant plusieurs minutes.
Mes mains refusaient de coopérer, tremblant de façon incontrôlable alors que je fouillais le contenu de mon sac. Du brillant à lèvres, des mouchoirs, des tickets de caisse. Pourquoi avais-je autant de choses là-dedans? Où étaient ces foutues clés? Des gens passaient sur le trottoir, certains me jetant un regard curieux, se demandant probablement pourquoi j'étais là, à trembler et à pleurer devant un restaurant un soir où tout le monde semblait faire la fête. Quand j'ai finalement atteint la voiture, qui était au nom de nous deux, parce qu'il avait insisté pour que nous partagions tout, pour prouver que nous étions une équipe, je me suis simplement assise à la place du conducteur en essayant de respirer. Ma poitrine était serrée, comme si un anneau de métal autour de mes côtes se resserrait lentement. J'ai agrippé le volant si fort que mes jointures ont blanchi, essayant de m'ancrer, essayant d'arrêter les tremblements. Mon téléphone s'est mis à sonner immédiatement. Son nom s'est affiché sur l'écran. J'ai rejeté l'appel. Ça a sonné à nouveau 5 secondes plus tard. Rejeté. Puis un SMS est arrivé. Puis un autre. Puis le téléphone a sonné à nouveau. Un de ses amis cette fois. J'ai rejeté ça aussi. J'ai mis le téléphone en mode silencieux absolu, regardant l'écran s'allumer en silence avec les appels et les messages entrant alors que je reprenais finalement un semblant de contrôle sur ma respiration. Je devais partir d'ici avant qu'ils ne viennent me chercher. J'ai démarré la voiture avec des mains tremblantes et j'ai conduit jusqu'à la maison, probablement pas aussi prudemment que j'aurais dû, ma vision brouillée par des larmes que je continuais de chasser en clignant des yeux. La radio diffusait une chanson pop entraînante qui semblait obscène compte tenu de ce qui venait de se passer. Alors, je l'ai éteinte et j'ai conduit en silence, à l'exception du bruit de ma propre respiration et de temps en temps d'un sanglot qui m'échappait malgré tous mes efforts pour me retenir. J'ai passé cette nuit-là seule dans notre appartement avec toutes les lumières allumées, absolument toutes. J'ai allumé les plafonniers, les lampes, même la lumière du placard. Je ne me cachais de rien. Au contraire, je voulais tout voir clairement. Je voulais m'asseoir dans une lumière éclatante et digérer ce qui venait de se passer, sans que les ombres ou l'obscurité ne rendent les choses pires. L'appartement me semblait soudain différent, comme si je le voyais pour la première fois. Toutes nos affaires mélangées. Ses livres à côté des miens sur l'étagère, sa veste jetée sur le dossier du canapé. Notre photo de mariage sur le mur, souriant comme si nous étions heureux, comme si nous étions un vrai couple qui s'aimait et se respectait. Je me suis assise sur le canapé en faisant défiler machinalement l'écran de mon téléphone, voyant ses appels et ses messages s'accumuler, mais sans en lire un seul pour le moment. L'ami qui avait essayé de changer de sujet au dîner m'a envoyé un message pour me demander si j'allais bien. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire. Est-ce que j'allais bien? Je venais d'humilier publiquement mon mari dans un restaurant, mais il m'avait humilié publiquement en premier, en pire, avec des mots conçus pour me blesser profondément et me laisser des cicatrices. Vers 1h du matin, il est arrivé. Je l'ai entendu avant de le voir. Sa voiture entrant sur le parking trop vite, la portière claquant. Puis l'interphone de notre appartement s'est mis à sonner. 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, encore et encore en succession rapide comme s'il appuyait frénétiquement sur le bouton. Je suis resté assise sur le canapé et je n'ai pas bougé. Il s'est mis à crier dans l'interphone, « Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer tout de suite. Il faut qu'on parle de ça. Tu ne peux pas m'ignorer comme ça. » Ces mots étaient pâteux, et j'ai compris qu'il avait continué à boire après mon départ. Bien sûr qu'il l'avait fait. L'interphone a sonné à nouveau, longuement avec insistance. Les appels téléphoniques continuaient d'arriver toutes les 15 minutes, réglés comme une horloge. Et ces messages vocaux devenaient de plus en plus en colère et menaçants. D'abord, ils étaient exigeants, me disant de répondre au téléphone, me disant qu'il fallait qu'on parle immédiatement. Puis ils sont devenus agressifs, me traitant de noms que je ne répéterai pas, disant que je l'avais embarrassé devant ses amis, que j'avais détruit sa réputation. L'ironie aurait été drôle si ce n'était pas si terrible. Vers 1h30, il a arrêté de sonner à l'interphone et j'ai entendu sa voiture repartir, les pneus crissant alors qu'il démarrait en trombe. Mais les appels n'ont pas cessé. Ils continuaient d'arriver, illuminant l'écran de mon téléphone silencieux dans la pièce. À 2h du matin, quand je ne pouvais littéralement plus supporter une seule notification supplémentaire, un seul bourdonnement de mon téléphone contre la table, j'ai fini par bloquer son numéro et j'ai essayé de dormir. J'ai eu peut-être 3 heures d'un repos fragmenté et rempli de cauchemars. Je n'arrêtais pas de rêver que j'étais de retour au restaurant, sauf que dans le rêve,
je ne pouvais ni bouger ni parler. Je devais juste m'asseoir là pendant qu'il parlait, et tout le monde à la table hochait la tête comme s'il disait des choses parfaitement sensées. Quand je me suis réveillé vers 6 heures avec la nuque engourdie d'avoir dormi assise sur le canapé, je l'ai temporairement débloqué juste pour voir ce qu'il avait envoyé pendant que mon téléphone était silencieux. Le nombre de messages était absurde. 37 messages. Je les ai fait défiler, engourdis, regardant son ton passer de la colère à l'agressivité, puis à la supplication presque, et puis de nouveau à la colère. La plupart étaient des ordres. Excuse-toi tout de suite. Tu m'as détruit devant tout le monde. Tu vas le regretter. Pas un seul je suis désolé. J'ai décidé que je ne pouvais pas rester dans cet appartement une seconde de plus. Tout y semblait contaminé désormais, souillé par ce qu'il avait dit et par ce que je commençais à comprendre de mon mariage. J'ai préparé un sac avec des vêtements et mes affaires de toilette, mon ordinateur portable, mon chargeur, tout ce dont je pourrais avoir besoin pour quelques jours loin d'ici. J'ai laissé la plupart de mes affaires là-bas parce qu'honnêtement, je ne savais pas ce que j'allais faire à long terme. Je ne pouvais pas encore penser aussi loin. Je savais juste que je devais être ailleurs, dans un endroit où je me sentirais en sécurité. Alors, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Il n'était que 7 heures du matin quand je suis arrivé. Mais ma mère a ouvert la porte en peignoir immédiatement, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose de grave se produise. Et ça y était, la confirmation. Elle a jeté un regard à mon visage, mes yeux rouges, mes vêtements froissés d'avoir dormi dedans, et a immédiatement commencé à faire du café et à sortir de la nourriture et des plaids, sa façon de montrer son amour. Elle n'a pas posé de questions tout de suite, s'activant dans la cuisine efficacement, me faisant asseoir à la table et posant une tasse devant moi. Mon père est descendu quelques minutes plus tard, attiré par le son des voix, et s'est arrêté dans l'encadrement de la porte quand il m'a vu. « Que s'est-il passé » a-t-il demandé, la voix encore rauque de sommeil. Alors je leur ai dit. Je leur ai tout raconté. Chaque détail de ce dîner, chaque mot qu'il avait prononcé, la façon dont ses amis étaient restés là à ne rien faire, l'incident du soda, la nuit d'appels et de messages, tout. Le visage de ma mère devenait de plus en plus tendu au fur et à mesure que je parlais. Sa bouche s'était pincée en une ligne fine. Mon père a écouté toute l'histoire sans dire un mot, son poing se serrant lentement sur la coudoir de sa chaise jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Quand j'ai eu fini, personne n'a parlé pendant une minute entière. Le silence était lourd, chargé d'une rage pour ce que j'avais subi. Puis il s'est levé doucement, délibérément, comme s'il se contrôlait très soigneusement pour éviter d'exploser. « Je vais régler un truc » a-t-il dit d'une voix calme et dangereuse que je n'avais entendue que quelques fois dans ma vie. Toujours quand quelqu'un avait gravement fait du tort à quelqu'un qu'il aimait. Il a attrapé ses clés sur le crochet près de la porte et est parti sans donner d'autres explications. Ma mère et moi sommes restés assises là en silence pendant un moment après son départ. Puis elle s'est penchée par-dessus la table et m'a serré la main si fort que ça a failli me faire mal. « Tu ne retournes pas là-bas » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Pas avant qu'on ait réglé ça. Tu restes ici aussi longtemps que tu en as besoin. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler sans pleurer à nouveau. J'avais tellement essayé de tenir le coup, d'être forte, de ne pas m'effondrer complètement. Mais assise dans la cuisine de mon enfance, avec ma mère me tenant la main, je me suis enfin autorisé à pleurer un bon coup. Le genre de pleurs qui secoue tout le corps et rend la respiration difficile. Ma mère a juste tenu ma main et m'a laissé pleurer, sans me dire que ça irait ou que tout arrive pour une raison ou n'importe laquelle de ces phrases toutes faites que les gens disent quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Elle m'a juste laissé pleurer. 3 heures plus tard, mon père est revenu. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, je l'ai entendu entrer par la porte de derrière. Il est entré dans la cuisine et a posé une carte de visite sur la table devant moi, sans dire un mot. Je l'ai ramassée avec des mains tremblantes. Un avocat en droit de la famille, un certain maître Laurent avec un cabinet en centre-ville. Il y avait un numéro de téléphone et une adresse e-mail. C'est un ami à moi, de l'époque où je travaillais au Crédit Mutuel, a dit mon père en s'asseyant lourdement sur sa chaise. Un homme bien. Il sait ce qu'il fait. Je l'ai déjà appelé et je lui ai expliqué la situation. Il s'attend à avoir de tes nouvelles quand tu seras prête. Il ne demande pas d'honoraires d'avance, il prendra un pourcentage sur ce que tu pourras récupérer lors de la séparation des biens. J'ai regardé la carte, puis mon père. Merci, ai-je réussi à dire, ma voix enrouée par tous ses pleurs.
Mon père ne m'a pas dit où d'autre il était allé pendant ces 3 heures en dehors du cabinet de l'avocat. Et je n'ai pas posé de questions, mais j'ai remarqué que ses jointures étaient légèrement rouges, comme s'il avait frappé quelque chose. Et il y avait une tension dans sa mâchoire qui suggérait qu'il avait fait quelque chose qu'il ne regrettait pas, mais dont il ne voulait pas particulièrement discuter avec moi. Ma mère l'a remarqué aussi, mais elle n'a rien dit non plus. Certaines choses sont préférables passées sous silence. J'ai passé la matinée chez mes parents à essayer de me distraire avec mon téléphone. Vers midi, la femme qui avait été au dîner m'a envoyé un message. « Tu vas bien ? Il faut que je te prévienne. Il appelle tout le monde, il dit aux gens que tu étais saoul et que tu l'as attaqué sans provocation. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? » J'ai répondu immédiatement. Je n'ai bu que du soda. Il a pris plusieurs verres. Puis j'ai fait une publication subtile sur les réseaux sociaux, disant que j'étais la seule personne sobre dans certaines situations. Plusieurs personnes de notre groupe d'amis communs ont commencé à m'envoyer des messages privés pour me demander ce qui s'était réellement passé. Mon père est rentré et a commencé à préparer à manger sans faire de commentaires sur l'endroit où il avait été. Quelques minutes plus tard, mon mari s'est pointé à la porte d'entrée de mes parents, l'air débraillé et portant toujours les mêmes vêtements tachés de la veille. Mon père s'est levé rapidement quand il a vu qui c'était. Ma mère a attrapé mon bras et m'a chuchoté de rester assise. Mon mari a fait irruption par la porte. « Tu m'as humilié » a-t-il hurlé en me pointant du doigt. « Excuse-toi immédiatement devant tes parents. » Baisse d'un ton, a dit ma mère. Il l'a ignoré, s'avançant vers moi. Mon père s'est interposé entre nous. « Recule » a dit mon père calmement. Maintenant. Mon mari a essayé de le repousser pour passer. Mauvaise idée. Mon père l'a repoussé assez fort pour le faire trébucher contre la table de la cuisine. Mon mari a essayé d'écarter mon père comme s'il avait le droit de m'affronter directement. Mon père l'a repoussé encore plus violemment, le faisant heurter les meubles de la cuisine. Ma mère s'est mise à crier aussi, lui ordonnant de quitter la propriété. Il a essayé d'attraper le bras de mon père, et mon père l'a poussé encore plus fort vers la porte. Il a finalement fini par partir après cette confrontation musclée, et ma mère a éclaté en sanglots à cause du stress. J'ai couru à l'étage dans l'une des chambres et je m'y suis enfermé pendant que mon téléphone explosait de messages de personnes posant des questions sur les rumeurs. J'ai pris une décision à ce moment-là. Assise dans ma chambre d'enfant, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à taper. J'ai rédigé un message détaillé et factuel expliquant exactement ce qui s'était passé. Chaque commentaire offensant qu'il avait fait lors de ce dîner, citait aussi précisément que je pouvais m'en souvenir. Son comportement agressif en débarquant chez mes parents. Sa tentative de s'en prendre physiquement à mon père. J'ai gardé un ton calme et factuel. Pas de drame, pas d'exagération, juste la vérité exposée clairement. Ensuite, j'ai joint des captures d'écran, des messages de lui exigeant que je m'excuse, des preuves chronologiques montrant que j'étais sobre pendant qu'il enchaînait les verres. J'ai tout relu 2 fois pour m'assurer que c'était exact. Puis je l'ai envoyé à tous nos contacts communs, amis proches, famille élargie, même à sa mère. Les réponses ont commencé à arriver en quelques minutes. Certaines personnes ont exprimé un choc sincère et ont posé des questions. D'autres se sont excusés de ne pas savoir quoi dire. Quelques-uns ont envoyé de longs messages expliquant qu'ils avaient toujours senti que quelque chose clochait mais n'arrivaient pas à mettre le doigt dessus. J'ai remarqué que certaines personnes ont lu le message mais n'ont pas répondu du tout, ce qui m'en a dit long sur leur prise de position. Sa mère a appelé ma mère directement, hurlant des accusations comme quoi j'avais détruit l'honneur de leur famille. L'ami qui avait été présent au dîner m'a envoyé plusieurs messages, admettant qu'il n'avait pas pleinement compris la gravité de la situation jusqu'à ce qu'il en soit témoin direct. Il a révélé que mon mari s'était plaint à plusieurs reprises lors de conversations privées de supposés problèmes dans notre mariage, me blâmant toujours d'être trop possessive et incertaine. Il a avoué qu'il avait cru cette version déformée jusqu'à ce qu'il voie le comportement réel de mon mari au restaurant. Et surtout, il a proposé de fournir un témoignage officiel si nécessaire pendant la procédure de divorce. La femme qui était là a également envoyé un message séparé confirmant qu'elle était prête à témoigner si on le lui demandait. Tous les deux ont admis qu'ils auraient dû intervenir ce soir-là. J'ai de nouveau bloqué mon mari sur tous les réseaux et j'ai complètement éteint mon téléphone pendant plusieurs heures. Dans les jours qui ont suivi, je suis resté chez mes parents tout en continuant à recevoir occasionnellement des messages de personnes demandant des éclaircissements.
puis j'ai décidé que je devais retourner dans notre appartement commun pour récupérer mes effets personnels les plus importants, en prenant la voiture de mon père par mesure de sécurité. Quand je suis arrivé à l'appartement, j'ai trouvé un post-it sur un objet délibérément laissé sur le plan de travail, avec un message accusateur. La grande télévision et la console de jeu avaient disparu du salon. Des objets qu'il avait clairement emportés à l'endroit où il vivait maintenant. Ironiquement, leur absence faisait paraître l'espace plus grand et plus respirable. Il y avait des vêtements sales éparpillés sur le sol du salon, dans une pathétique démonstration de négligence. J'ai commencé le processus de tri et d'emballage de mes vêtements, de mon matériel informatique, de mes objets sentimentaux et de mon courrier important. En triant des papiers personnels et des factures du foyer, j'ai remarqué un tiroir de son bureau qui avait été fermé à clé pendant tout notre mariage. Sauf que cette fois, la clé était juste là, dans la serrure. Il avait été imprudent. Ou peut-être qu'il ne pensait tout simplement pas que j'oserais regarder. J'ai tourné la clé et je l'ai ouvert. À l'intérieur, j'ai trouvé des piles d'enveloppes non ouvertes avec des tampons de cabinet de recouvrement judiciaire et des avis de mise en demeure. La première enveloppe que j'ai ouverte révélait une dette de 17 000 € auprès d'une société de crédit à la consommation. La deuxième montrait 23 000 € sur une carte de crédit revolving dont j'ignorais l'existence. Le troisième document était un avis d'huissier d'un établissement bancaire menaçant de saisir nos biens communs. J'ai continué à les ouvrir systématiquement. 22 000 € d'un autre créancier, avec des dates montrant des frais mensuels qui s'étaient accumulés au fil du temps. 15 000 € d'un autre avec des taux d'intérêt qui me soulevaient l'estomac. 8 000 € d'un troisième. Chaque enveloppe était pire que la précédente. Chacune révélant une nouvelle couche de mensonges et de dévastation financière que je n'avais jamais vu venir. Au total, 64 000 € de dettes accumulées au cours des 2 dernières années de notre mariage, à mon insu. 64 000 €. J'ai dû m'asseoir sur sa chaise de bureau, mes jambes étant soudainement incapables de me soutenir. C'était plus que ce que je gagnais en une année entière à mon travail. Comment avait-il pu me cacher ça? Comment n'avais-je pas remarqué les signes avant-coureurs, les appels des créanciers, le stress lié à l'argent? Mais je savais comment. Il avait contrôlé toutes nos finances depuis le début. Il avait insisté pour être celui qui gérait les factures et les comptes. Il disait que c'était plus facile si une seule personne gérait tout, que j'avais déjà mon propre travail stressant à gérer, et que ça ne le dérangeait pas de s'occuper de la paperasse ennuyeuse. Je lui avais fait confiance. J'avais cru à ses paroles quand il disait que tout allait bien, que nous mettions de l'argent de côté, que nous étions des adultes responsables construisant une vie ensemble. Chaque fois que j'essayais de suggérer qu'on revoie notre budget ensemble ou qu'on parle de nos objectifs financiers à long terme, il balayait l'idée d'un revers de la main en disant qu'il gérait la situation. Mes mains se sont mises à trembler alors que je tenais les papiers, réalisant l'ampleur de ce qui m'avait été caché. En examinant des documents plus anciens classés par date, j'ai trouvé quelque chose qui m'a figé sur place. Des relevés de cartes bancaires montrant des prélèvements récurrents pour un site de rencontre premium. Ma vue s'est littéralement brouillée une seconde en comprenant ce que je regardais. Les transactions avaient commencé 8 mois avant ce fameux dîner au restaurant. C'étaient des prélèvements mensuels de 99 € identifiés comme un abonnement premium, plus des achats supplémentaires de cadeaux virtuels et d'options de mise en avant de profil, totalisant des centaines d'euros sur plusieurs mois. 8 mois. Il était sur des sites de rencontres depuis 8 mois. Pendant que nous étions mariés, pendant que nous vivions ensemble, pendant que je préparais le dîner, que je faisais la lessive et que je croyais que nous construisions une vie ensemble. J'ai allumé son ordinateur portable, qui était toujours connecté au réseau. Mes mains tremblaient si fort que j'arrivais à peine à taper, mais j'ai réussi à utiliser le même mot de passe que celui que nous utilisions toujours pour la connexion Wi-Fi de la maison. J'ai accédé à sa boîte mail, m'attendant à ce qu'elle soit verrouillée ou protégée par un mot de passe, mais elle ne l'était pas. Il était si sûr que je ne chercherais jamais, que je ne poserais jamais de questions, que je ne ferais jamais de découvertes. Il y avait des dizaines de conversations avec au moins 3 femmes différentes, peut-être plus. Je n'ai pas compté exactement parce que je ne supportais pas de tout lire. Mais ce que j'ai vu suffisait. Des messages où il les appelait magnifiques, disait qu'il avait hâte de les rencontrer, planifiait des rendez-vous autour d'un verre ou d'un dîner, faisait des promesses explicites sur le fait qu'il était en pleine procédure de séparation avec sa femme, que c'était compliqué mais presque terminé. Qu'il avait juste besoin de quelques semaines de plus pour finaliser les choses. Des photos de lui dans des endroits que je reconnaissais de ses prétendus voyages d'affaires de ces derniers mois.
souriant à l'objectif avec ce même sourire charmant qu'il m'adressait autrefois. Des projets pour de futures rencontres. Des discussions sur quel restaurant essayer la prochaine fois. Quel hôtel avait les meilleures offres happy hour. Il avait toute une double vie dont je ne savais rien. Soudain, plusieurs choses prenaient tout leur sens. Son irritabilité croissante ces derniers mois. La façon dont il me parlait sèchement pour des broutilles qui ne le dérangeaient jamais avant. La façon dont il contrôlait de manière maniaque toutes les conversations sur les finances du ménage. M'arrêtant net à chaque fois que je proposais de faire le point sur notre budget ou de planifier des dépenses futures. Sa résistance à faire le moindre projet pour notre avenir commun. Il avait toujours une excuse quand j'abordais l'idée d'acheter une maison, de fonder une famille, ou même simplement de prévoir des vacances plus d'un mois à l'avance. Les soirs où il rentrait tard après avoir bu des verres avec ses collègues, sentant une eau de Cologne qu'il ne portait pas le matin même. Les week-ends de golf avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Les voyages d'affaires qui semblaient se multiplier au cours des 6 derniers mois, toujours dans des villes accessibles en voiture, ne nécessitant jamais de prendre l'avion, ce qui était très pratique pour des escapades rapides et des mensonges faciles. Toutes ces fois où il m'avait fait me sentir folle d'avoir posé des questions, de vouloir être incluse dans les décisions financières, de proposer de passer plus de temps ensemble. Il m'avait manipulé mentalement, me faisant systématiquement douter de mon propre instinct pour que je ne découvre pas ce qu'il manigançait. L'humiliation publique au restaurant n'était pas le résultat d'un excès d'alcool, d'un stress financier accumulé, ou d'une mauvaise journée comme j'avais essayé de m'en convaincre. C'était une tentative calculée pour me forcer à mettre fin à la relation, parce qu'il était trop lâche pour prendre la responsabilité de le faire lui-même. Il voulait partir, mais il ne voulait pas avoir le mauvais rôle. Il ne voulait pas être celui qui mettait fin au mariage. Alors, il a poussé le bouchon encore et encore, il m'a humilié publiquement, en espérant que je serais celle qui dirait finalement « ça suffit ». Eh bien, je le disais maintenant, ça suffisait. J'ai pris des photos méticuleuses de chaque document financier, de chaque conversation compromettante, de chaque relevé bancaire suspect, créant un dossier numérique soigneusement organisé par créancier, par date et par type de preuve. Puis j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé dans le tiroir verrouillé. La colère intense que je ressentais depuis cette nuit au restaurant s'est transformée en quelque chose de complètement différent, la certitude absolue que j'avais pris la bonne décision en partant. J'ai laissé la photo de mariage face contre terre sur l'étagère, comme un geste symbolique définitif de clôture. J'étais sur le point de partir avec tous mes sacs quand mon mari est arrivé à l'appartement à l'improviste. Il a bloqué la porte d'entrée et m'a accusé de voler des biens qui lui appartenaient autant qu'à moi. De façon flagrante, il montrait des signes évidents d'ivresse, même si ce n'était vraiment pas l'heure pour ça. Je lui ai calmement demandé de s'écarter de l'entrée, mais il est resté là pendant plusieurs minutes, m'empêchant physiquement de sortir. J'ai finalement réussi à forcer le passage pour le contourner, et il est entré, claquant violemment la porte, me permettant de partir avec toutes mes affaires. J'ai immédiatement contacté l'avocat spécialisé que mon père m'avait recommandé. J'ai appelé Maître Laurent avec les mains tremblantes. « Pouvez-vous m'aider, ma voix s'est brisée. »« Absolument, a-t-il dit, son ton ferme et rassurant. « Apportez tout ce que vous avez. Documents, messages, photos de tout. Nous allons nous assurer que vous êtes protégé. » J'ai pris rendez-vous pour une consultation le lendemain. J'ai trouvé et loué un petit appartement de l'autre côté de la ville. J'ai passé une semaine entière à organiser et à décorer le nouvel espace avec l'aide de mes parents. La procédure légale de divorce a avancé lentement et de manière très bureaucratique au cours des semaines et des mois qui ont suivi. Chaque étape semblait prendre une éternité. Malgré l'efficacité et la communication claire de mon avocat, Maître Laurent. Les papiers devaient être déposés au tribunal, puis déposés à nouveau quand le greffier trouvait une erreur de formatage ou une signature manquante. Les dates d'audience étaient fixées des semaines à l'avance, puis reportées à la dernière minute pour cause de conflits d'agenda, de retards administratifs ou parce qu'un juge était en congé maladie. Chaque petite étape exigeait une patience que je n'avais pas, et de l'argent que j'avais à peine après avoir découvert tout ce que mon mari avait siphonné de nos comptes. J'ai dû rassembler des relevés financiers remontant à plusieurs années, documenter chaque achat conjoint, chaque dépense partagée, prouver quelles dettes étaient les miennes et lesquelles étaient les siennes. Mon avocat a demandé les relevés bancaires, les historiques de cartes de crédit, les avis d'imposition, les documents du prêt immobilier. J'ai passé des heures à trier des cartons de papier dans mon nouvel appartement, à tout organiser dans des dossiers étiquetés. Certains soirs,
je restais éveillé après minuit à recouper les dates et les montants, m'assurant que tout était documenté et exact. L'attention portée aux détails était épuisante, mais Maître Laurent n'arrêtait pas de me rappeler qu'un dossier solide me protégerait au tribunal. L'attente était la pire partie. Des semaines passaient sans progrès, sans communication, à l'exception des emails automatiques du système judiciaire confirmant que les documents avaient été reçus et traités. Je vérifiais ma boîte mail de manière obsessionnelle, espérant des nouvelles, du mouvement, n'importe quoi qui signifierait que nous étions plus proches d'en finir avec tout ça. Mon mari a essayé de retarder chaque étape en affirmant que nous devrions tout régler à l'amiable, en dehors du tribunal, juste entre nous comme des adultes raisonnables. Son avocat a envoyé des lettres suggérant une médiation, proposant des accords qui étaient manifestement conçus pour le protéger lui et me laisser assumer au moins une partie de ses dettes. Mon avocat m'a conseillé de tout ignorer, de continuer à faire avancer la procédure légale où tout serait documenté et officiel. Il a tenté une dernière manœuvre légale désespérée environ 3 semaines avant l'audience finale, affirmant que j'avais retenu abusivement ses affaires personnelles, que j'avais volé des choses dans l'appartement qui lui appartenait. C'était absurde. J'avais pris mes vêtements, mon ordinateur, mes livres. Il prétendait que j'avais pris une montre que je n'avais même jamais vue, des appareils électroniques qu'il avait clairement déménagés lui-même le jour où je suis allé chercher mes affaires. Son avocat a forcé une audience administrative supplémentaire qui m'a obligé à prendre du temps sur mon travail et à m'asseoir dans un bureau gouvernemental pendant qu'un médiateur examinait une liste détaillée des objets prétendument disparus. Ça n'a absolument rien donné, si ce n'est une perte de temps et des frais d'avocat supplémentaires, ce qui était probablement le but recherché. Lors de l'audience finale devant le juge aux affaires familiales, je portais une robe simple et peu de bijoux, avec l'air aussi professionnel et crédible que possible. Mon avocat m'avait briefé sur le comportement à adopter au tribunal, répondre aux questions de manière directe et honnête, ne pas montrer trop d'émotion, même si l'avocat de mon mari essayait de me provoquer. Nous sommes arrivés en avance et nous nous sommes assis dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, révisant les documents une dernière fois. Quand nous sommes enfin entrés, la salle était plus petite que je ne l'imaginais, moins dramatique que ce qu'on voit à la télévision. Juste le bureau du juge surélevé à l'avant, quelques tables pour les avocats, quelques chaises pour le public au fond. Les murs étaient beiges, institutionnels, avec des portraits d'anciens magistrats accrochés en rangées bien nettes. Ça sentait le vieux papier et la cire pour le sol. Mon mari était déjà là avec son avocat, assis à la table de la défense, et il refusait de me regarder. Ni quand je suis entré, ni quand je me suis assise à ma propre table à côté de Maître Laurent. Il gardait les yeux fixés sur les papiers devant lui, la mâchoire serrée. Je voyais sa jambe trembler sous la table, une habitude nerveuse que je reconnaissais après avoir passé des années assise à côté de lui. Son avocat, un homme plus âgé dans un costume qui semblait hors de prix, s'est penché et lui a chuchoté quelque chose. Mon mari a hoché la tête sans lever les yeux. Le juge est entré et tout le monde s'est levé. Il était plus jeune que je ne le pensais, peut-être au début de la cinquantaine, avec des cheveux gris acier et des lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour du cou. Il s'est assis et a fait un signe de tête pour que tout le monde s'asseye. Puis les débats ont commencé. Quand les dettes cachées ont été officiellement présentées comme preuve documentaire versée au dossier, son avocat a essayé en vain de faire valoir qu'il s'agissait de dépenses ménagères légitimes et nécessaires. Mon client subvenait aux besoins du foyer, a affirmé son avocat en désignant la pile de documents. Ces dépenses étaient dans un intérêt commun. Les crédits à la consommation sont souvent utilisés pour les courses, les factures d'énergie, l'entretien de la maison. Mon avocat, Maître Laurent, s'est levé, calme et méthodique. Votre honneur, si je puis attirer votre attention sur les pièces 12 à 27. Il a guidé le juge à travers les preuves de manière systématique. Les achats identifiés sur des sites de paris et de casinos en ligne, avec les dates et les montants surlignés en jaune. Les multiples virements vers des comptes bancaires non identifiés qui n'avaient rien à voir avec les dépenses du foyer. Des comptes que mon mari avait ouverts sans que mon nom y figure, sans que je le sache. Les retraits fréquents aux distributeurs automatiques dans des quartiers de la ville où nous n'avions jamais vécu ni travaillé. Toujours pour des montants bizarres comme 270 € ou 390 €. Toujours tard le soir, quand quelqu'un essaie d'éviter d'être tracé ou questionné. Le juge a examiné méticuleusement chaque document que nous avions soumis. Les transactions sur les sites de paris. Les virements injustifiés. Les retraits de nuit. Les paiements par carte bancaire pour les sites de rencontres, les abonnements premium, les cadeaux virtuels achetés pour d'autres femmes.
L'expression du juge devenait de plus en plus sévère à mesure qu'il examinait chaque page. Il a levé les yeux brusquement. Votre épouse avait-elle connaissance de ces comptes? Mon mari a marmonné quelque chose. Pardon? La voix du juge était glaciale. Parlez plus fort. Votre femme était-elle au courant de ses dettes? Non, a fini par dire mon mari, d'une voix à peine audible. Le visage du juge s'est durci. Ces dettes ont été contractées par le biais de pratiques trompeuses et pour un bénéfice personnel sans lien avec les charges du mariage. Il a regardé directement mon mari. Le défendeur en porte l'entière responsabilité. Les deux amis qui avaient été présents à ce dîner ont comparu et ont fourni un témoignage confirmant le comportement abusif et humiliant dont ils avaient été témoins ce soir-là. Ils avaient tous les deux l'air mal à l'aise, n'appréciant clairement pas d'être là. Mais ils ont dit la vérité. Ils ont décrit ce qu'il avait dit, comment il l'avait dit, et comment tout le monde à la table avait été choqué et mal à l'aise. L'un d'eux, celui avec la barbe, a ajouté de son propre chef qu'il connaissait mon mari depuis 15 ans et qu'il ne l'avait jamais vu traiter qui que ce soit de cette façon auparavant, que c'était totalement inacceptable. Le juge a officiellement statué que je n'avais aucune responsabilité légale pour les dettes contractées unilatéralement, frauduleusement et sans mon consentement ou ma connaissance. Ces mots exacts ont été, ces dettes ont été contractées par le biais de pratiques trompeuses et pour un bénéfice personnel sans lien avec les charges du mariage. Le défendeur en porte l'entière responsabilité. De plus, il a ordonné à mon mari de me verser un dédommagement de 12 000 € pour l'utilisation abusive avérée des ressources financières communes du couple pendant notre mariage. Ce montant représentait la moitié de ce qui avait été prélevé sur nos comptes joints et dépensé pour ses activités de rencontres et autres dépenses personnelles. Quand le juge a lu le verdict, le visage de mon mari est devenu complètement rouge. Je pouvais voir sa mâchoire se crisper, ses mains agripper le bord de la table si fort que ses jointures étaient blanches. Son avocat a essayé d'intervenir pour demander un report ou faire appel, mais le juge l'a coupé. Le jugement est définitif, a-t-il dit. L'audience est levée. En quittant la salle d'audience, j'ai dû passer devant l'endroit où mon mari était encore assis avec son avocat, qui rangeait ses dossiers et lui parlait d'un ton bas et urgent. Mon mari a levé les yeux quand je suis passé et nos regards se sont croisés pour ce que je savais être la dernière fois. Son visage était rouge de rage contenue et de honte publique. Sa mâchoire était toujours serrée, et je pouvais voir qu'il voulait dire quelque chose, qu'il voulait me hurler dessus, me faire des reproches ou faire en sorte que tout cela soit de ma faute. Mais je n'ai ressenti aucun triomphe victorieux, ni aucune satisfaction vindicative en le regardant. Je n'ai rien ressenti. C'est peut-être pire que la haine, cette absence totale de sentiment. Je me sentais juste fatigué, profondément fatigué, et j'avais une véritable urgence d'en finir avec tout cela et de commencer quelque chose de complètement nouveau et différent. J'ai rompu le contact visuel la première et j'ai continué à marcher, mon avocat à mes côtés, dans le couloir, puis hors du tribunal. Sa mère a tenté une dernière intervention téléphonique quelques jours après la décision de justice. J'ai été surprise quand son numéro s'est affiché sur mon téléphone. Honnêtement, j'ai hésité à ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Elle a commencé par des accusations, d'une voix stridente et en colère, disant que j'avais détruit la vie de son fils, ruiné sa réputation, que je lui avais tout pris alors qu'il n'avait rien fait de mal. Il a fait des erreurs, mais tu n'avais pas à le détruire comme ça, a-t-elle dit. Je l'ai laissé parler pendant environ 30 secondes, l'écoutant défendre son fils comme le font les mères, comme je l'aurais probablement fait si quelqu'un avait blessé mon enfant. Puis, je lui ai calmement expliqué ce qui s'était réellement passé, lui fournissant des détails qu'elle n'avait manifestement pas entendus de sa part, les 64 000 € de dettes secrètes, les sites de rencontres, les messages à d'autres femmes, l'humiliation calculée au restaurant. Un blanc s'est fait au bout du fil. Puis elle a dit, d'une voix beaucoup plus faible, il m'a dit que c'était toi qui avais accumulé des dettes. Bien sûr qu'il l'avait fait. Bien sûr qu'il avait menti à sa propre mère. Il s'était fait passer pour la victime dans chaque version de l'histoire. Nous avons parlé pendant quelques minutes de plus, son ton devenant de moins en moins accusateur et de plus en plus confus, puis triste. Elle s'est excusée froidement avant de raccrocher, ne sachant clairement pas quoi croire, mais au moins consciente qu'il y avait une autre version de l'histoire. Elle n'a plus jamais appelé. Après la finalisation complète du divorce avec la séparation équitable des biens restants, ce qui a pris encore un mois de paperasse, d'avocats et de retards administratifs, j'ai reçu ma juste part de ce que nous avions accumulé ensemble. L'argent de la compensation financière du jugement est arrivé environ 6 semaines plus tard.
J'ai réussi à récupérer une part significative de ce qui avait été dépensé frauduleusement, bien que pas la totalité. Une partie de l'argent était tout simplement partie en fumée, dépensée dans des choses impossibles à récupérer ou à tracer. Il a déménagé dans un logement beaucoup plus petit dans un autre quartier très éloigné de la ville. Je l'ai su parce que l'une des amies présentes au fameux dîner l'a mentionné en passant lorsque je l'ai croisé dans le café où nous avions l'habitude de nous retrouver de temps en temps. Elle semblait vouloir me donner des nouvelles, pensant peut-être que je voulais savoir comment il allait, s'il souffrait, s'il regrettait ce qu'il avait fait. Mais j'ai réalisé avec une certaine surprise que je me fichais éperdument de savoir où il vivait, comment il allait, ou ce qu'il ressentait par rapport à tout ça. Il était devenu complètement indifférent à ma vie. Juste quelqu'un que j'avais connu. Quelqu'un qui s'est avéré être un étranger portant un visage familier. J'ai progressivement repris ma routine de vie normale. Bien que normal ait l'air complètement différent de ce que c'était avant. J'ai dû reconstruire non seulement mon emploi du temps quotidien, mais toute ma perception de qui j'étais en tant que personne. Pendant des années, je m'étais défini en partie à travers ma relation, en tant que moitié d'un couple, en prenant des décisions en tenant compte des préférences de quelqu'un d'autre. Maintenant, je devais découvrir ce que je voulais vraiment, ce que j'aimais vraiment. Sans ce filtre. J'ai concentré mon énergie sur mes activités professionnelles, acceptant des projets supplémentaires au travail que j'aurais été trop nerveuse ou trop occupée pour essayer auparavant, me portant volontaire pour des missions qui me mettaient au défi et me poussaient hors de ma zone de confort. J'ai commencé à prendre la parole plus souvent en réunion, proposant des idées que j'aurais gardées pour moi auparavant. Ma directrice a remarqué mon changement, cette nouvelle assurance et cette prise d'initiative. Et après environ 4 mois, elle m'a prise à part pour me dire qu'elle était impressionnée par mon travail récent. Un mois après cette conversation, on m'a confié la direction d'un projet majeur, ce qui a abouti à une promotion environ 5 mois après la finalisation du divorce. Ce revenu supplémentaire m'a aidé à me sentir plus en sécurité financièrement après la dévastation qu'avait causée la découverte de ses dettes. Et la validation professionnelle m'a rappelé que j'étais capable et que j'avais de la valeur, peu importe ce que mon ex-mari avait pu dire de moi. Je n'ai gardé un contact régulier qu'avec de vrais amis, ceux qui étaient restés à mes côtés pendant toutes ces épreuves sans me juger, ceux qui m'avaient proposé de m'aider à déménager, de m'emmener au tribunal ou simplement de s'asseoir avec moi quand j'avais besoin de compagnie. J'ai laissé les relations superficielles s'éteindre naturellement, les personnes qui avaient cru à ces mensonges, celles qui étaient restées neutres ou qui avaient suggéré que j'aurais dû essayer de sauver mon mariage. Je n'avais plus l'énergie d'entretenir des amitiés avec des gens qui ne me connaissaient pas vraiment ou qui ne se souciaient pas réellement de moi. J'ai passé mes week-ends à prendre méticuleusement soin de ce nouvel espace qui m'appartenait désormais totalement. À le faire vraiment mien d'une façon dont je n'aurais jamais pu le faire quand je partageais un foyer avec lui. J'ai peint un des murs du salon en bleu canard, ce qu'il aurait détesté, il aurait dit que c'était trop sombre, trop dramatique, trop audacieux. Mais moi, j'adorais. Cela rendait la pièce chaleureuse et avec du caractère, plutôt que générique et lisse. J'ai acheté des plantes, beaucoup de plantes, remplissant chaque rebord de fenêtre ensoleillée avec des choses vertes et vivantes qui nécessitaient soin et attention. Une plante araignée pour la cuisine, des succulentes pour la salle de bain, un figuier lyre pour le coin du salon que j'avais probablement payé trop cher, mais qui me faisait sourire à chaque fois que je le regardais. Les maintenir en vie me donnait un but, quelque chose à nourrir, la preuve que je pouvais être responsable d'un autre être vivant, même quand j'avais l'impression de pouvoir à peine prendre soin de moi-même. J'ai accroché des cadres et des œuvres d'art que j'aimais vraiment, au lieu de faire des compromis sur une décoration neutre et inoffensive qui ne dérangerait personne. Une affiche d'un artiste découvert sur Internet dont le travail me faisait ressentir quelque chose. Une photo que j'avais prise moi-même lors d'un week-end sur la côte. Mes diplômes et certificats, qui étaient restés cachés dans un tiroir pendant des années parce qu'il disait que les afficher faisait de prétentieux. Maintenant, ils étaient encadrés et sur le mur, rappel visible de ce que j'avais accompli avant lui, et de ce que je pouvais encore accomplir sans lui. J'ai acheté un fauteuil beaucoup trop cher, mais ridiculement confortable. Un de ces fauteuils de lecture avec un repose-pied dans lequel on s'enfonce. J'ai justifié cet achat en calculant tout l'argent que j'économisais en ne finançant plus les habitudes de jeu de quelqu'un d'autre et ses abonnements au site de rencontres. Ce fauteuil est devenu mon endroit préféré dans l'appartement, où je aime m'asseyer avec un thé ou un verre de vin selon les jours, pour lire ou simplement regarder par la fenêtre sans penser à rien en particulier. Je n'ai cherché aucune sorte de vengeance supplémentaire et je n'ai maintenu aucune forme de contact avec lui. Je l'ai bloqué partout et je l'ai laissé bloquer.
Je ne suis pas passé devant notre ancien appartement en voiture pour voir si sa voiture était là. Je n'ai pas vérifié ses réseaux sociaux via les comptes d'amis communs. Je n'ai pas demandé aux gens de ses nouvelles. J'ai concentré toute mon énergie à reconstruire une vie indépendante, définitivement libérée de toute maltraitance émotionnelle et manipulation psychologique, à devenir la personne que je voulais être, plutôt que de rester figé dans le moule de la personne qu'il avait essayé de faire de moi. 3 mois après la finalisation du divorce, j'étais assise dans ce fauteuil hors de prix un soir, buvant du thé et lisant un roman, quand j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Je n'avais pas pensé à lui depuis presque une semaine. Pas une seule fois. J'avais traversé toute ma semaine de travail, mon week-end, ma routine, sans qu'il ne me traverse l'esprit. Pas de souvenirs aléatoires déclenchés par une chanson ou un restaurant. Pas de questions sur ce qu'il faisait ou avec qui il était. Plus aucune répétition mentale des disputes sur des choses qui s'étaient déjà produites et qui ne pouvaient pas être changées. C'est là que j'ai su que j'avais vraiment tourné la page. Pas seulement sur le plan juridique, mais sur le plan émotionnel. Les papiers du divorce faisaient de nous des personnes séparées. Mais ça, c'était différent. C'était mon cerveau qui relâchait enfin son emprise sur lui, qui arrêtait enfin de traiter en toile de fond notre relation et sa fin. L'espace autour de moi semblait plus léger, d'une certaine manière, comme si je pouvais enfin respirer sans ce poids constant sur ma poitrine. J'avais commencé à aller à un groupe de parole pour les personnes confrontées au divorce et à la violence psychologique, sur recommandation de ma psychologue, que j'avais commencé à consulter environ 2 semaines après ce dîner. La première séance avec la thérapeute avait été difficile. J'ai pleuré pendant presque toute l'heure, à peine capable d'aligner des phrases cohérentes sur ce qui s'était passé. Mais elle a été patiente et bienveillante. Et à la fin de cette première heure, j'ai eu l'impression que, peut-être, je pourrais survivre à ça. Au début, je suis allé au groupe de soutien parce qu'elle me l'avait suggéré et que j'essayais de faire les choses correctement, de guérir de la bonne manière, quoi que cela signifie. Je me rendais dans une maison de quartier le mardi soir et je m'asseyais en cercle avec environ 8 autres personnes. Tous confrontés à différents stades de séparation et de divorce. Je m'attendais à ce que ce soit gênant et malaisant, d'être assise en cercle avec des inconnus à parler de nos mariages ratés. Et la première réunion l'a été. J'ai à peine ouvert la bouche, me contentant d'écouter les histoires des autres et de hocher la tête, pas encore prête à partager la mienne. Mais ensuite, j'ai continué à y aller semaine après semaine, parce qu'entendre les histoires des autres me permettait de me sentir moins seul, moins brisé, moins comme si j'étais la seule personne à avoir été trompée de façon aussi magistrale. Il y avait une femme là-bas, d'environ 5 ans mon aînée, qui avait traversé quelque chose de remarquablement similaire. Son ex-mari l'avait trompée pendant des années, avait caché de l'argent et la faisait passer pour folle chaque fois qu'elle posait des questions. Nous avons échangé nos numéros après la 3e réunion et nous avons commencé à prendre des cafés en dehors des séances du groupe. Elle est devenue une véritable amie, quelqu'un qui comprenait des choses que mes autres amis ne parvenaient pas tout à fait à saisir, même en essayant très fort. Elle comprenait ce sentiment de perdre la tête quand quelqu'un qu'on aime nous traite comme si on ne valait rien, puis agit de manière confuse ou offensée quand on s'en plaint. Mes parents ont arrêté de me demander si j'allais bien tous les jours, ce qui a été un soulagement immense. Pendant le premier mois ou les 2 premiers mois, chaque appel commençait par « Comment tu vas ? Ça va ? Tu as besoin de quelque chose ?» Ma mère appelait le matin pour prendre des nouvelles, puis le soir à nouveau. Mon père envoyait des SMS à des moments aléatoires de la journée de travail avec des messages simples comme « On pense à toi » ou « Je suis là si tu as besoin ». Je savais que ça partait d'un sentiment d'amour et d'inquiétude, mais au bout d'un moment, ça devenait étouffant, un rappel constant que j'étais quelqu'un dont on devait se soucier. Quelqu'un de brisé qu'il fallait surveiller. Finalement, nous avons trouvé un rythme plus normal. Les déjeuners du dimanche chez eux sont devenus une habitude. Nous mangions et parlions de choses normales, de leur jardin, d'un film que ma mère avait vu, d'un truc drôle qui s'était passé au travail de mon père. Parfois on parlait du divorce, de l'avancée de la procédure légale. Mais ce n'était plus le seul sujet de conversation. Je n'étais plus seulement leur fille en train de divorcer. Je redevenais moi-même. Mon père ne m'a jamais dit ce qu'il avait fait pendant ces 3 heures avant de me donner la carte de l'avocat. Et j'ai décidé que ça m'allait très bien de ne pas le savoir. J'avais mes soupçons, bien sûr. Les jointures rouges suggéraient qu'il aurait pu en venir aux mains, qu'il aurait pu retrouver mon ex-mari et avoir une explication avec lui, ou plus qu'une explication. Mais il n'a jamais donné de détails, et je n'en ai jamais demandé.
Certaines choses valent mieux être ignorées, surtout quand elles sont faites par amour protecteur, par quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour vous garder en sécurité. Ce qui est étrange quand on se remet de quelque chose comme ça, c'est que ça se fait par vagues, pas en ligne droite. Certains jours, je me réveillais en me sentant forte, indépendante et fière d'être partie. D'autres jours, je me surprenais à me demander si je n'avais pas réagi de manière excessive, si j'aurais dû faire plus d'efforts pour que ça marche. Ces jours-là, je sortais mon téléphone et je regardais les photos que j'avais prises de toutes ces mises en demeure et de ces messages à d'autres femmes, juste pour me rappeler que je n'étais pas folle, que c'était exactement aussi terrible que dans mes souvenirs. L'argent du dédommagement m'a aidé à meubler correctement l'appartement et à reconstituer mon épargne. J'ai fait de cet appartement le mien. Les murs bleus qu'il aurait détestés, des plantes partout. Ce fauteuil ridiculement cher mais si confortable. Chaque objet avait été choisi par moi, payé par moi. Quand j'ai officiellement repris mon nom de jeune fille, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Sa mère m'a envoyé un message environ 7 mois après la fin de tout ça. C'était court, maladroit, clairement quelque chose qu'elle avait réécrit plusieurs fois avant de l'envoyer. Elle disait qu'elle était désolée d'avoir hurlé sur ma mère, qu'elle avait été choquée, sur la défensive et qu'elle n'avait pas compris toute la situation. Elle ne m'a pas demandé de pardonner à son fils ni suggéré qu'on essaie de recoller les morceaux, ce que j'ai apprécié. Elle s'est juste excusée pour son propre comportement et m'a souhaité le meilleur. Je lui ai envoyé une brève réponse la remerciant de m'avoir écrit, et ce fut la fin de tout cela. Je suis allé à quelques rendez-vous amoureux au bout de 8 mois. L'un des garçons a passé tout le 3e rencard à dire que son ex était folle. Pas d'avenir de ce côté-là. 1 an plus tard, je suis retourné dans ce restaurant avec mon ami du groupe de parole. C'était juste un restaurant. Il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Je n'ai jamais revu mon ex-mari après ce jour au tribunal. Parfois, je me demandais si je le croiserais quelque part, dans un supermarché ou sur un parking, et je répétais ce que je dirais, comment j'agirais. Mais ce n'est jamais arrivé. La ville était assez grande pour que nos chemins ne se croisent tout simplement pas. Ma psychologue m'a demandé ce que j'en avais retiré. Au début, je détestais cette question. J'avais l'impression qu'on essayait de donner un sens forcé à un traumatisme. Mais finalement, j'ai trouvé une réponse. J'ai appris que je pouvais survivre à ce que je pensais devoir me détruire. J'ai appris que la colère nous protège, mais qu'il faut s'en libérer avant qu'elle ne nous consume. Et surtout, j'ai appris qu'être seul est infiniment préférable au fait d'être avec quelqu'un qui vous fait vous sentir moins que rien. Et j'ai appris à faire confiance à mon instinct. Il y avait eu des signes, comme lorsqu'il avait humilié ma cuisine devant sa famille, pour ensuite me dire que j'étais trop sensible. Plus jamais. 2 ans après cette soirée, je suis sincèrement heureuse. Pas d'un bonheur de façade. Je n'essaie pas de m'en convaincre, je suis réellement épanouie. J'ai eu ma promotion, j'ai de vrais amis, un appartement que j'adore, et je vois quelqu'un de gentil, sans prise de tête, qui ne me fait jamais sentir que je devrais être reconnaissante qu'il m'ait choisi. La guérison s'est faite lentement, par de minuscules étapes que je n'ai pas remarquées, jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais passé un mois entier sans penser à ce qui s'était passé. Et si je pouvais remonter le temps pour parler à cette femme assise à la table du restaurant, tenant son verre et essayant de comprendre pourquoi l'homme qu'elle aimait la détruisait devant des inconnus, je lui dirais ceci. Renverse ce soda. Pars. Ne te retourne pas. Ta vie est sur le point de devenir tellement meilleure. Même si ça n'en a pas l'air en ce moment, tu vas t'en sortir. Tu vas être libre.